Cette vallée, elle était un peu l'équivalent de Zermatt et de Chamonix dans les années 1850. C'était vraiment un lieu où les gens voulaient grimper. Et puis Zermatt, on voit ce que c'est devenu, et Chamonix aussi. Et cette vallée, elle, par contre, est restée sur le côté à cause de son côté un peu austère, en fait. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageurs. Et celui qui parle dans le micro, c'est Jean-Marc Rochette. Alors il est mondialement connu comme auteur de BD, avec sa série culte Transperce-Neige, mais aussi la trilogie alpine. Mais voilà, Jean-Marc Rochette a quitté crayon et pinceau au profit de la littérature. Et il publie son premier récit, Au cœur de l'hiver, aux Étages Éditions. Et c'est à cette occasion qu'on l'a rencontré à Paris. Tu peux d'ailleurs retrouver son entretien dans AR, actuellement en vente, avec la couve sur le Valais. Tu vois même 4 randonneurs sur une crête dans le massif des Dents du Midi. C'est en Suisse. On a eu envie de rencontrer Jean-Marc Rochette, d'abord parce qu'on adore ses BD, mais parce que chaque hiver maintenant, il vit avec sa femme Christine complètement isolée, coupée du monde, dans un hameau des Alpes, entouré de neige. Et dire qu'à seulement 2 km à vol d'oiseau, il y a la station des Deux Alpes. Mais lui, le montagnard originaire de Grenoble, il préfère se retrancher dans sa vallée, au plus près des montagnes qu'il aime tant. Tout premier souvenir de montagne, c'est connu, c'est le col du Giobernais pour la haute montagne, on va dire. Et autrement, c'est sûrement une balade au lac Achard avec ma mère, c'est dans le Beldon. En fait, c'est un lac qui est juste en dessus de Grenoble, qui est magnifique. Et puis on commence par des forêts, puis après il y a un lac, et puis après on avait pris la pluie, je me souviens, et puis dans le brouillard, et j'avais adoré, quoi. C'est là que c'est né l'attirance pour la montagne ou... D'abord, je suis Grenoble, il y a la montagne partout, mais c'est là vraiment, sentiment d'aventure un peu. J'étais enfant, hein. C'était la vraie vie pour moi, quoi, par rapport à la ville. La ville, c'est carré quand même. Il y a des rues, il y a tout ça. Là-haut, c'était un peu plus aventureux. Et ça représente quoi justement pour vous la montagne? Vous parlez d'aventure, ça représente quoi d'autre? Pour moi, la montagne, c'est un espace de liberté. Ça l'est encore, ça l'a été beaucoup. C'est un lieu c'est un endroit où les gens se sont réfugiés, que ce soit les résistants, les animaux pour chasser, par exemple. Beaucoup d'animaux qui ont retrouvé refuge là-haut. Même le chamois, parce qu'au départ, le chamois, c'est un animal de forêt, mais il est monté en montagne. Les grands corbeaux, ce que je raconte, les grands corbeaux qui ont disparu. Bref, c'est un peu le lieu où des réprouvés, quoi, mais finalement... En tout cas, vous auriez dû être guide de haute montagne. J'étais parti pour ça, oui. J'aurais pu, j'aurais dû, et sûrement je serais mort d'ailleurs. Si j'avais fait trop de grimpes, je pense qu'autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui se tuent, quoi. Donc, c'était salvateur, on va dire, l'accident que j'ai eu. Je me suis pris une pierre dans la tête en grimpant dans le Vercors. Et donc après, j'ai un peu grimpé derrière, mais enfin, je me suis bien esquinté. Donc après, je me suis dirigé vers le dessin, et la BD en particulier. Donc dans votre premier roman, Au cœur de l'hiver, donc vous avez décidé de vous réfugier dans cette haute vallée pendant l'hiver avec votre femme, loin du monde. C'était où exactement? Et si vous fermez les yeux, ou si nous on ferme les yeux, si vous pouvez planter le décor? C'est au centre du massif des Écrins. Donc le massif des Écrins, c'est un des plus grands massifs européens, qui est entre, disons, Gap, Briançon, Bourdoisan. Et au centre de ce massif, il y a une vallée qui rentre très profondément au cœur du massif. Et c'est la vallée du Vénéon, alors qui est très encaissée et qui est barrée par beaucoup d'avalanches en hiver. D'où c'est pour ça que d'ailleurs les 2 petits villages qui sont au centre sont fermés. Enfin, la route est fermée. Et alors, nous, où on est, on voit un 4000, le seul 4000 des Écrins, qui s'appelle le Dôme de Neige. C'est absolument épique comme paysage. Et moi, j'ai beaucoup voyagé quand même, hein. Mais je pense que c'est l'endroit le plus extraordinaire que j'ai vu, quoi. On pourrait faire penser à l'Afghanistan. Moi, je connais pas l'Afghanistan, mais j'ai Louis Meunier, qui est un grand spécialiste de l'Afghanistan, me disait que ça ressemble. Alors, l'Afghanistan, c'est ça, en beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Mais il y a ce côté extrêmement sauvage qu'on a. C'est pour ça que les gens qui aiment la montagne n'aiment pas forcément ce lieu.
Il n'y a pas de sapin, il y a beaucoup de rochers. Il n'y a pas le côté un peu Heidi, quoi, qu'on imagine avec les Alpes suisses, quoi. C'est un peu désertique, quoi. Et là où vous avez posé votre valise, donc la maison, c'est pas un petit chalet de bois non plus. Ah non, il n'y a pas de chalet dans cet endroit. Mais vous étiez dans un ancien hôtel, c'est ça? Alors moi, c'est un hôtel qui a été construit dans les années 30 parce que cette vallée, qui était vraiment très, très, très pauvre, est devenue célèbre grâce à l'alpinisme. Et donc, à ce moment-là, ça a commencé par les Anglais qui ont fait la Meije, toutes ces grandes montagnes. Et ça a attiré toute la gentry anglaise et puis européenne. Et donc, ils ont commencé à faire même des hôtels de luxe. À La Bérarde, il y avait un hôtel de luxe par un chamoniard avec des lavandières, des trucs. Et puis dans les années 30, ça continuait. Et donc, ils ont construit un petit hôtel qui, pour l'époque, devait être grand. Et puis, voilà. Cette vallée, elle était un peu l'équivalent de Zermatt et de Chamonix dans les années 1850. C'était vraiment un lieu où les gens voulaient grimper. Et puis Zermatt, on voit ce que c'est devenu, et Chamonix aussi. Et cette vallée, elle, par contre, est restée sur le côté, à cause de son côté un peu austère, en fait. Une fois qu'ils ont eu fait toutes les premières à droite à gauche, ils sont passés à autre chose, quoi. Alors au début de votre roman, vous la comparez à une île dans un océan de poudreuse. La maison? Ah ben, en hiver, c'est ça, ouais. Ouais, puisqu'on a 7 kilomètres... à partir du premier village qui est déneigé, on va dire. Et 13 km par rapport à un village, disons, un peu plus gros, quoi. Mais il y a 7 km qui sont entièrement blancs, en fait. Et donc, s'il n'y a pas de skieurs qui passent, c'est de la poudreuse sur 7 km, quoi. Et ça peut faire penser à un océan de poudreuse. Et surtout, on n'a pas de soleil. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on est dans un endroit, il y a une ouverture grâce à la géologie, il y a une ouverture. Donc, on a une demi-heure de soleil par jour, voilà. Fin décembre, et puis après ça remonte, c'est agréable parce que tu prends 10 minutes tous les jours, quoi. L'ampleur du décor, c'est ce que vous écrivez aussi, vous êtes vraiment comblé par la splendeur du monde à cet endroit-là? J'essaye d'être comblé par la splendeur du monde partout, mais là, disons que pour un type comme moi, c'est plus facile, enfin là ça écrase, quoi. Enfin disons que là on est dans un monde... qui est hors de proportion pour l'humain, quoi. Enfin, je suis allé quelques fois à New York, et par rapport à la Bérarde, c'est tout petit, New York. Enfin, au niveau de la structure, les trucs font 300 mètres, chez moi, j'ai 2000 mètres en dessus de moi, donc ça n'a rien à voir. Enfin, donc, il y a un côté un peu mesquin à New York. Et vous aviez besoin de vous reconnecter à la nature, parce que vous avez habité quand même 20 ans à Paris, 10 ans à Berlin. Oui. Enfin, pour moi, c'était une aberration de la vie que je menais. C'est une aberration personnelle. J'ai besoin, mais maintenant, par exemple, j'ai besoin de cultiver aussi. J'ai besoin de voir pousser les choses. Pour moi, d'ailleurs, je conçois pas. J'ai du mal à concevoir l'humanité sans lien profond avec la nature. J'ai l'impression que c'est quelque chose. Il y a pas de racine. Enfin, on flotte, quoi. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors dans cet isolement? L'isolement, j'ai surtout retrouvé un rapport au corps et puis au rythme naturel. Par exemple, je vous dis, le soleil, une demi-heure par jour, et puis un contact aussi avec les animaux, parce qu'ils passent au loin, on les voit passer, puis de loin en loin, ils arrivent de plus en plus près, et il y a un moment vraiment magique, en plein hiver, quand moi, je suis pas quelqu'un qui aime les îles particulièrement, parce que j'aime pas l'eau, enfin, ça me fait peur, la mer, mais on a ce sentiment un peu de protection aussi. Et donc, et puis alors en plus, c'est un peu comme la cigarette ou l'alcool, quand on arrête de fréquenter les gens, on s'en passe bien, quoi. Et une rencontre avec un animal qui vous a marqué? Il y a l'histoire du renard. On avait une renarde je mettais les restants, et un jour je l'ai vue et elle était complètement ravagée par la gale. Et alors, ça m'a fait un peu de la peine, parce que la gale, c'est terrible, parce que il meurt, enfin, il se dépoile complètement, quoi. Et donc, je suis retourné, j'ai été chercher de l'ivermectine, qui est un antiparasitaire, je lui ai donné, et puis après, j'ai vu qu'elle allait mieux. Et alors, elle a fait des petits, après, au printemps, et puis c'est rigolo, parce que cette année, elle m'a bouffé une poule, donc je me suis dit, c'est vraiment ingrate. Le danger, en tout cas, il a été aussi physique pour vous, enfin, vous êtes passé pas loin d'une avalanche.
Oui, alors oui, c'était la première année et il y avait un couloir d'avalanche dont je me méfiais pas plus que ça parce que visiblement, je m'étais dit s'ils ont construit une maison là depuis tant d'années, ça devrait être bon, mais il y a eu une avalanche énorme, ouais. Vraiment énorme parce que les gars du pays, enfin notamment mon voisin, là, j'ai vu qu'il avait été surpris, quoi. Elle était énorme. Elle faisait 200 mètres de large sur 20 mètres de haut. Là, c'était vraiment énorme. Et donc, elle a fait un bruit, c'est une espèce de souffle, ça arrache les arbres. Le souffle arrache les arbres, donc c'est hyper impressionnant. Et depuis quand il neige, je suis moins. Avant, je trouvais que c'était joli la neige. Là, maintenant, je me dis, faut pas qu'il neige de trop quand même. Ouais, vous avez dit en tout cas que vous aviez l'impression de vivre au fin fond de la Sibérie ou effectivement au fin fond de l'Afghanistan. C'est la preuve qu'on peut vivre une aventure vraiment à côté de chez soi, parce que vous êtes grenoblois, c'est au-dessus de chez vous. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que c'est en distance, comme je dis, en distance, on est à 2 kilomètres en distance directe des deux Alpes. Alors, les deux Alpes en hiver, c'est juste incroyable, quoi. Le nombre de gens, il y a des queues, il y a une espèce d'hystérie humaine assez désagréable. Et à 2 kilomètres, t'es complètement seul, quoi. Juste 7 kilomètres d'avalanche, ça fait qu'il n'y a plus personne, quoi. De temps en temps, je vois passer des guides avec leurs clients ou de jeunes grimpeurs qui vont faire quelques exploits, mais dans un hiver un peu rude, sur 3 mois, on doit avoir passé 4 cordées, quoi. Vous vivez aux premières loges pour assister aussi au dérèglement climatique. Qu'est-ce que ce phénomène, comment il vous affecte ? Nous, personnellement, moi, il ne m'affecte pas du tout, dans la mesure où, pour moi, ce qui serait pire, c'est s'il y avait une époque glaciaire. Tandis que là, quand tu es à 1600 mètres que ça se réchauffe, tu cultives plus de choses. Personnellement, ça ne me touche pas, mais ce qui me touche, c'est de voir surtout les glaciers disparaître, quoi. Parce que moi, j'ai grimpé beaucoup dans les couloirs, donc je raconte, il y a 80% des couloirs que j'ai grimpés dans ma jeunesse n'existent plus. Mais c'est vrai que pour mon jardin, j'avoue que c'est mieux. C'est mieux. Vous n'êtes pas angoissé en tout cas par l'idée que le monde court à sa perte en ce moment ? Si, je pense que ça va très mal. Enfin, a priori, moi, ce qui est plus que le réchauffement, moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est la perte de la biodiversité. C'est-à-dire que des pans entiers d'animaux disparaissent. Ouais, ça me paraît vraiment le problème. D'ailleurs, on en parle moins que l'histoire du réchauffement. Mais quand on voit les Bornéo, par exemple, les forêts qui sont entièrement détruites pour faire l'huile de palme, et il n'y a pas d'arrêt, visiblement. Les animaux, une fois qu'ils sont disparus, ils ont disparu, quoi. Je pense que le jour où le dernier orang-outan aura disparu, pour moi, ça sera vraiment une date abominable, quoi. Vous l'avez un peu évoqué quand même avec la dernière reine, puisque une fois que cette dernière ours disparaîtra, ça annonce effectivement que l'humanité va se plonger dans les ténèbres. C'est absolument, métamorphose, c'est ça, ouais. Et puis en plus, je suis pas ethnocentré ou ethnospécif. Quand je vois un orang-outan, enfin surtout les grands singes, mais peu importe, je me mets pas tellement en haut de l'échelle. Pour moi, c'est un génocide lamentable et qui se fait dans la plus totale indifférence. Est-ce que vous connaissez d'autres massifs à part les Alpes pour voir si on voyage ailleurs ? Je connais les Alpes autrichiennes, suisses. Qu'est-ce que je connais ? Je connais les Rocheuses aussi. Je connais aussi les Alpes de Nouvelle-Zélande. L'île du Sud, il y a des montagnes très hautes là-bas. Ils les appellent aussi les Alpes là-bas, donc dans le sud, dans l'île du Sud, mais elles ressemblent à nos Alpes à nous ? Ah oui, tout à fait. Et puis ça ressemble aux Alpes, et puis alors le reste, ça ressemble à l'Écosse. Donc c'est pas très dépaysant en fait. La Nouvelle-Zélande, on arrive, il y a des moutons, on se dirait en Écosse. C'est les Écossais les pires, c'est qu'ils partent de l'Écosse, ils font 24 heures de trajet, puis ils arrivent chez eux. Voilà. Et je connais pas l'Himalaya, je connais pas l'Atlas. Mais bon, on va dire Nouvelle-Zélande, Amérique et Alpes françaises. Votre tout premier voyage en solo ? En solo, c'est avec personne.
sans mes parents, j'ai traversé les États-Unis en stop. 78, j'avais 22 ans. Donc j'ai fait New York, San Francisco, New York en stop. Ah bah il en reste que c'est à l'époque, c'était quand même une sacrée aventure. Hein. Parce que Under the Yen, et puis et puis c'est parce que quand tu fais ça en stop, tu tombes sur de tout. C'est un monde. Surtout 78, c'était plus l'époque hippie, c'était un peu fini. On sentait que c'était une époque qui tournait plutôt vers un autre monde. Je me souviens de l'arrivée à San Francisco, enfin en Californie, parce que quand tu traverses, il y a une grande descente. Après, j'imagine c'est l'Utah ou je sais pas ce que c'est là. Et j'étais à l'arrière d'un truck là. C'était les Indiens qui m'avaient pris là. J'étais derrière. C'est le jour qui se levait. Et là, je me suis dit waouh, c'est super, ça me plaisait bien quoi. Après, ils m'ont largué, je sais pas où, à Sacramento. Si mes souvenirs sont bons, je me suis retrouvé en banlieue de Sacramento. Et puis voilà, puis après, je pourrais en écrire un livre là-dessus, hein, ça a été quand même spécial. Un voyage rêvé ? Le voyage rêvé, je ferais bien un truc avec Louis Meunier en Afghanistan. Louis Meunier, c'est quelqu'un qui a écrit des livres magnifiques sur l'Afghanistan. Ça a été un champion de Bouchtaki, c'est un type que j'adore. Il parle l'afghan et tout, et j'aimerais bien aller dans une vallée qui ressemble à la mienne, mais avec des montagnes de 6000, et puis avec lui surtout, qui est un type c'est ça, ouais. L'Afghanistan en fait. Merci Jean-Marc Rochette pour nous avoir embarqués dans cette haute vallée en hiver et aussi dans son univers. Je rappelle son livre Au cœur de l'hiver chez Étage Éditions, la maison qu'a créée donc sa femme Christine Cam. Tu retrouves cet entretien dans le numéro 67 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur le Valais en Suisse. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, X, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Pour ne rien rater de la série, aller-retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire avec une bonne note. Ça nous fait très plaisir. Et on se retrouve aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.